Allez, bonjour à toutes et à tous. Après ce petit retard, nous allons pouvoir commencer. Bienvenue à ce concert des Rolling Stones, au Post-Asco 2025. J'aurais bien aimé, mais le Post-Asco, c'est aussi très très bien, parce qu'il s'y passe quand même beaucoup de choses dans ce congrès, de même qu'à l'ESMO et à quelques-uns au cours de l'année. Et on va donc essayer de décrypter les dernières données en cancérologie en 4 heures à peu près. Et comme d'habitude, on a essayé de saucissonner toutes ces nouvelles en différentes sessions. On commence tout de suite avec Benjamin, Pablo et bientôt Sophie. On va parler des sarcomes, des tumeurs pédiatriques, des tumeurs endocrines. Benjamin, tu nous parles un peu des sarcomes osseux et tissus mous de l'adulte ? Merci Karim, bonjour à tous. Effectivement, alors je vous ai sélectionné 4 études. On va parler un petit peu de tyrosine kinase inhibiteur anti-angiogénique, un petit peu d'immunothérapie et pour finir, de nouveau anti-kit. Première étude de phase 3 en première ligne qui randomisait notre standard qui est anthracycline monothérapie, ici c'était l'épirubicine, associé, c'était une combinaison à l'enlotinib, donc un tyrosine kinase inhibiteur multicible, un peu anti-VEGFR, un peu anti-PDGFR, versus épirubicine seule, était inclus des sarcomes des tissus mous. Toute histologie était exclue, les Ewing, les rhabdomyosarcomes forme pédiatrique, les sarcomes lavaires répartiments, les sarcomes à cellules claires. Une randomisation 1 pour 1 entre épirubicine et enlotinib versus épirubicine seule. Et bien sûr, c'était un peu l'intérêt de cette étude, poursuite en maintenance chez les patients non progresseurs après SICUR de l'enlotinib seul. Et l'étude est positive sur la PFS. On gagne près de 4 mois, près de 5 mois de médiane de PFS, avec une médiane de PFS qui est à 8,5 mois versus 3 mois dans le bras épirubicine seul. On peut noter que le bras standard est peut-être un peu faiblard dans nos données historiques. La anthracycline monothérapie est plutôt aux alentours de 5 mois, voire 6 mois. Pas de différence en OS avec des données qui sont un peu immatures. Et si on regarde un peu dans les sous-groupes, la petite chose un peu surprenante, alors les lémyosarcomes, les synovialosarcomes répondent plutôt bien au TKI. Ça, c'est des choses un peu nouvelles, un peu connues, pardon. La petite chose un peu curieuse, tout petits effectifs, mais c'est les liposarcomes qui sont connus pour être assez résistants au pazopanib, tirent leur épingle du jeu avec une médiane de PFS au-delà de 13 mois de l'association épirubicine dans l'autinib. Études à suivre dans les analyses ultérieures en termes de toxicité, pas de plus de toxicité hématologique, un peu plus effectivement de thrombopénie ou de toxicité liée au tyrosine kinase inhibiteur avec de l'hypertension. Autre étude avec un TKI. Ouais. Enlotinib, c'est VEGFR, PDGFR, et puis comme souvent quand c'est des tyrosines kinases un peu dirty drug, d'autres cibles un peu moins propres, mais un cousin du pazopanib pour faire simple. On reste dans les cousins du pazopanib avec cette fois-ci le catecantinib, également un tyrosine kinase inhibiteur, évalué ici dans un essai de phase 3, randomisé versus placebo avec une randomisation 2 pour 1 chez des patients qui avaient déjà reçu au moins une ligne de chimiothérapie à base d'anthracycline. Donc un schéma totalement superposable à l'essai Palette qui, il y a plus de 15 ans maintenant, nous a positionné le pazopanib dans les sarcomes des tissus mous qui progressaient après au moins une ligne, hormis les liposarcomes. Et l'étude retrouve des résultats assez superposables à l'étude Palette qui a été faite il y a 15 ans, avec une médiane de PFS aux alentours de 3 mois. Pas de différence en OS, mais encore une fois, des patients qui ont reçu des tyrosine kinase inhibiteurs dans les lignes ultérieures. Bon, les auteurs disaient que c'était practice changing. Je pense que cette drogue ne sortira probablement pas d'Asie en termes de développement ultérieur. En termes de toxicité, on rejoint les toxicités habituelles des tyrosine kinase inhibiteurs. Autre étude, cette fois-ci dans les cordomes, des tumeurs rares à malignité locale. Le standard est d'opérer lorsque ce n'est pas opérable. On est bien embêté. On essaye de les irradier. On essaye éventuellement du pazopanib avec très peu de réponses. Pour la petite histoire, on sait que c'est des sous-types de sarcomes qui pouvaient répondre à l'immunothérapie dans les premiers essais d'immunothérapie des sarcomes des tissus mous qu'on a eus. Et dans cette étude qui a randomisé, une étude monobras qui évaluait une association anti-PD1 et tyrosine kinase inhibiteur, on retrouvait, alors j'ai perdu mes slides, mais des taux de réponse qui dépassaient les 40%
chez des malades qui dépassaient les 25%, mais qui dépassaient les 40% lorsqu'on faisait une évaluation de Choi, sachant qu'encore une fois, hein, si on associe un immune checkpoint inhibiteur et un tyrosine kinase inhibiteur, on peut effectivement avoir ces phénomènes de nécrose tumorale chez des tumeurs qui sont étiquetées très difficiles à traiter, pour lesquelles on n'a pas beaucoup de standards. C'est une petite étude de phase 2 très prometteuse, et probablement que ça va nous inspirer pour essayer de faire pareil avec des combinaisons qu'on aurait ici dans nos contrées. Et pour finir, un petit mot sur les GIST avec le dernier kit en développement qu'on a eu ici en phase 1. On a pu participer, qui était l'étude NB003. Il a maintenant un petit nom, le lubavitinib, un peu dur à prononcer, et qui retrouvait chez des malades, que ce soit inclus assez précocement ou même dans des lignes assez avancées, au-delà de la 4e, 5e ligne, des taux de réponse très intéressants, au-delà de 40%, des durées de réponse qui étaient également assez prolongées, hein, au-delà de 6-7 mois, ce qui fait que cette drogue sort de phase 1 et qu'un essai de phase 3 en 3e ligne contre notre standard actuel qui est le regorafenib va ouvrir prochainement. Donc TKI, tyrosine kinase inhibiteur anti-kit à suivre, qui semble particulièrement efficace. Merci beaucoup. Concernant le premier que tu nous as montré, avec en PFS, on va dire une tendance en OS, est-ce que tu penses que ça c'est suffisamment convaincant, ou est-ce qu'il faudra reproduire cet essai en Occident en particulier? Je suis un peu surpris par le profil d'autolérance. Alors même si Pablo nous présentera après des données plutôt rassurantes d'association chimio-tyrosine kinase inhibiteur, mais dans la population sarcome des tissus maux tout venant, je trouve ça un peu quand même discutable. On a des standards qui ont été modifiés dans les leiomyosarcomes avec l'association d'oxotrabectedine, qu'on va bien évidemment pas associer à un anti-angiogénique en parallèle, ce serait beaucoup trop toxique. Donc finalement, pour quel type de sarcome ça peut être intéressant, c'est pas très clair. Disons que ça remet du grain dans les stratégies de maintenance. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, l'année dernière, à l'ESMO, le groupe Sarcome français avait présenté l'étude EREMIS qui évaluait le regorafenib en maintenance après 6 cures de doxo chez les patients qui étaient stables en réponse, avec également un bénéfice de cette maintenance. Je pense que ça légitime plutôt ces stratégies-là que réellement cette escalade en première ligne. Pour avoir le même bénéfice, mais sans la toxicité surajoutée de l'association. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions concernant les sarcomes de l'adulte dans la salle? N'hésitez pas. Non? Dans ce cas-là, on va passer aux enfants. Merci Benjamin. Pablo, tu nous parles des tumeurs pédiatriques? Merci. Donc même si c'est les enfants, c'est pas que les enfants, c'est les adolescents jeunes adultes, parce que je vais aussi continuer à parler des sarcomes dans la partie pédiatrique qui a été discutée à l'ASCO cette année. Donc il y a je vais vous montrer 2 résultats négatifs des 2 études phase 2, après 3 résultats des études intéressantes d'escalade des doses, confirmation des doses, qui vont être développées dans les années à venir. Il y a aussi des données intéressantes des usages hors AMM des molécules, comme on verra à la fin. Donc, les premières études, c'est une étude phase 2 monobras et pour les patients en rechute d'un osteosarcome non opérable, qui testait la combinaison de séralasertib olaparib, donc c'est ATR inhibiteur et PARP inhibiteur, qui avait des données très encourageantes pour l'osteosarcome en préclinique, mais qui malheureusement, ça a été un échec à niveau des résultats avec des PFS qui étaient autour des 12% et à 4 mois. Par contre, il y a eu quelques patients qui avaient des réponses très intéressantes avec des études en cours pour identifier les biomarqueurs pour peut-être pouvoir développer de nouvelles études biomarker-driven et pas all-comers. Après, il y a une deuxième étude qui a été aussi négative, que c'est les phases 2. Donc, cette fois, c'est pour les sarcomes de Ewing. Il faut dire qu'en Europe, il y a une grosse plateforme pour le traitement des rechutes des patients avec un sarcome de Ewing en première rechute, qui s'appelle RECURE, qui a été partagé dans les dernières années avec différents bras de traitement. Cette fois, ils ont testé les chimiothérapies versus chimiothérapie. Donc, c'était VPCS et carboplatine avec l'ifosfamide haute dose et qui a montré qu'il n'avait pas de bénéfices pour VPCS carbo. L'étude a été arrêtée, cette randomisation, mais continue avec des nouveaux bras, surtout l'ifosfamide haute dose avec un multityrosine kinase inhibiteur, qui c'est l'envatinib cette fois. Et après, la partie un peu plus encourageante des résultats. Donc, PARP inhibiteur avec irinotecan et temozolomide, c'est une escalade de doses qui a montré la safety de la combinaison avec des résultats encourageants, surtout pour la population des sarcomes de Ewing, qui va être développée après dans des études postérieures. Il y a aussi des analyses des biomarqueurs qui sont en cours. Si tu peux passer les slides suivants.
Après, cette étude dont Benjamin elle vient de parler, que c'est très intéressant, que j'ai eu la chance de pouvoir présenter à l'ASCO, et que c'est une étude portée par Gustave Rossi, dans laquelle on a combiné pour la première fois, cette fois c'est pas rechute, cette fois c'est sarcome d'Ewing en première ligne, et c'est la population multimétastatique, que c'est des patients, quand il y a des métastases multiples au moment des diagnostics initial, c'est des taux de PFS que c'est de moins de 50% à 12 mois. Donc, c'est des populations, cette fois, nouveau diagnostic, dans lesquelles on a combiné la chimiothérapie qu'on utilise, que c'est VDC-IE, combiné avec les regorafenib. Et cette étude, l'objectif, c'était de définir la faisabilité de cette combinaison, en sachant que ça passe. On a défini la dose, que c'est la dose level 1. Donc, globalement, on donne la même dose de regorafenib en monothérapie avec la chimiothérapie, la même dose, et on voit que c'est faisable et tolérable pour les patients. Et après, cette étude va être développée dans une étude randomisée qui va ouvrir fin d'année pour voir si ce qui en plus de que c'est tolérable, on réussit à améliorer les pronostics de cette patient. Les slides suivants, donc ça c'est une étude aussi intéressante dans laquelle cette fois c'est les rhabdomyosarcomes, sarcome de tissu mou, et on combine cette fois chimio avec chimio, donc c'est IVA, que c'est la chimiothérapie classique de ce type de patients, avec irinotecan. Et ça c'était aussi définir la dose recommandée par la phase 2. On a défini la dose, que c'est aussi la full dose d'irinotecan en single agent, et l'étude va continuer avec cette fois des randomisations avec versus IVA et avec d'autres randomisations qui sont dans l'étude qui s'appelle FARRMS. Et pour finir, donc il y a l'étude dont je vous avais parlé, que c'est étude ORA-MM. On présente les données ORA-MM, c'est une expérience qui avait déjà été partagée de façon partielle l'année dernière à l'ASCO, mais que c'est super encourageant pour des patients qui ont un tumeur desmoplastique à petite cellule ronde, que c'est des populations avec un pronostic très mauvais et presque pas de traitement, donc il n'y a pas de traitement curatif, bien sûr, mais c'est des traitements, donc c'est testé un ADC R2 qui est surexprimé dans la plupart de ces patients et dans lesquels il a eu des réponses très intéressantes. La moitié des patients avaient une réponse partielle et ça montre un peu l'importance de développer ce type de molécules, les ADC, dans des populations rares, comme c'est parfois les jeunes adultes et adolescents, parce que c'est une population, ce type de tumeur qui touche surtout les adolescents et les jeunes adultes. Donc avec ça, merci. Je te propose, Sophie, de passer aux tumeurs endocriniennes. Tu as une petite introduction à nous faire avant tes slides ? Oui, alors merci. Cette année, pas de grande phase 3 à l'ASCO dans le domaine des tumeurs endocrines, mais on a eu quand même des résultats intéressants sur des thérapies prometteuses présentées en phase 1, et puis également une étude de phase 2 dans le carcinome anaplasique de la thyroïde, donc essentiellement nos tumeurs les plus agressives. Alors, en premier lieu, on a eu une présentation d'un anticorps conjugué anti-CES6 dans les néoplasmes neuroendocrines de haut grade. Donc, on sait que CES6 est surexprimé dans les néoplasmes neuroendocrines. Et donc là, c'était une phase 1 d'escalade de dose chez 65 patients avec néoplasme neuroendocrine qui a été présentée. On avait déjà des données l'année dernière à l'ASCO 2024, mais sur des tumeurs pulmonaires à petites cellules. Alors, il y a donc 65 patients qui ont été intégrés dans cette étude avec des primitifs différents. On avait des primitifs pulmonaires, également des primitifs gastro-entéropancréatiques et également des carcinomes médulaires de la thyroïde. On avait une réponse globale de 36,9% et une PFS médiane de 7,6 mois. Ce qui était intéressant, c'est la slide suivante, c'est que également les carcinomes médulaires de la thyroïde présentaient des bonnes réponses. Et en termes de safety, c'est la slide suivante, on avait surtout des toxicités hématologiques, 50% de grade 3 essentiellement. Alors ensuite, notre présentation sur le bispécifique. Juste avant qu'on passe à l'autre, en termes de durée de réponse, on a déjà une idée, on sait si certains patients vont répondre longtemps. Donc là, sur la PFS, c'était de 7 mois et non, il n'y avait pas de données, il ne présentait pas de longs répondeurs, ouais, pas dans cette présentation. Donc, autre thérapie innovée, donc les bispécifiques anti-DLL3, qu'on connaît maintenant beaucoup mieux, dans les carcinomes neuroendocrines. Donc, ici, ils ont présenté une cohorte de carcinomes neuroendocrines extrapulmonaires avec l'obrixtamig. Donc on sait que 80% de ces tumeurs vont exprimer DLL3. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ils ont fait deux cohortes. Une cohorte de patients qui avaient avoir une expression importante de DLL3 et une cohorte de patients avec une expression de DLL3 mais moindre.
Vous pouvez passer la slide suivante. En fait, les caractéristiques au baseline étaient similaires dans les deux cohortes. C'est des patients qui étaient quand même lourdement pré-traités. Encore une fois, plusieurs primitifs possibles. En termes de safety, c'était surtout le syndrome de relargage cytokinique et puis des effets secondaires neurologiques tout de même. Et en termes de réponse, on avait donc une réponse plus importante chez les patients qui surexprimaient DLL3, un taux de réponse estimé à 40%, et ce, quel que soit le primitif. Et par contre, vous voyez, dans la cohorte avec une faible expression de DLL3, le taux de réponse est beaucoup moins important. Dans cette étude, on avait également la durée de réponse qui était de 7,9 mois. Et là, on voit qu'il y a des longs répondeurs, certains patients qui ont des durées de traitement de plus de 12 mois. Voilà, un mot pour terminer sur une phase 2 dans les carcinomes anaplasiques de la thyroïde. Donc, c'est notre tumeur la plus agressive dans la thyroïde chez les patients mutés BRAF V600E. Donc, c'est des tumeurs extrêmement agressives et rares, souvent mutées BRAF, plus souvent aux États-Unis qu'en France. Et il y a une approbation pour le dabrafenib trametinib chez ces patients-là, avec des données de survie de 9 mois en vie réelle et de 14 mois dans la phase 2. Donc ici, les auteurs ont présenté une phase 2 de traitement néoadjuvant avec pembrolizumab plus dabrafenib trametinib. Vous pouvez passer. Donc c'était une phase 2 multicentrique monobras. Donc chez les patients anaplasiques mutés BRAF V600E avec dabrafenib trametinib. En fonction de la réponse, ils pouvaient avoir une radiothérapie et une chirurgie, et l'objectif principal, en dehors de la survie globale, c'était le taux de réponse R0, R1. Ce qui est intéressant donc dans les résultats, chez les 40 patients qui ont été inclus, donc d'une part le taux de réponse extrêmement important de 72%, avec en moyenne une diminution de taille de 48%, et en fait le taux de patients opérés était de 78%, avec 74% de patients opérés R0 plus R1, et là vous avez le score de complexité chirurgicale et de morbidité qui drastiquement diminue. L'OS était de 18 mois, la PFS de 14 mois, donc des données très intéressantes, et malgré le fait que ce soit une petite phase 2, faible effectif, monobras, et avec probablement des biais de sélection, c'est quand même une étude qui nous amène à considérer ce traitement comme devenant un traitement standard pour ces patients mutés BRAF V600E. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie. J'allais poser la question justement dans les 3 exemples que tu nous as donnés. Le niveau de démonstration va permettre de convaincre les autorités, ou est-ce qu'une phase 3 est nécessaire dans des qui sont des modèles de tumeurs rares? C'est extrêmement compliqué pour nous dans nos tumeurs rares de faire des phases 3, mais on a besoin d'études avec, en tout cas pour avoir une approbation à l'UMA, avec des des contrôles. Donc ces études-là vont pas suffire probablement. Ouais. Okay. C'est tout, on ne peut pas faire des bras synthétiques parce qu'à la fin, en pédiatrie, parfois, maintenant, c'est EMA, FDA. Si, bien sûr, ouais, c'est ce qu'on est en train de travailler là-dessus, oui, tout à fait. Avez-vous d'autres questions sur ces données fort encourageantes? C'est bon. La proportion de patients qui sont fort exprimants DLL3 par rapport aux faibles? Alors, c'était... il y a plus de patients qui expriment fortement DLL3 quand même. Dans le cancer de la prostate, c'est l'inverse dans les formes neuroendocrines, malheureusement. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je vois des bras qui se lèvent, mais c'est avec des éventails. Donc, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup à tous les deux, tous les trois, incluant Benjamin, où vous pouvez les applaudir. Bravo. Merci. Merci.